Monsieur Sacha Bensaïd-Mercier. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université de Gustave Eiffel, à Champs-sur-Marne. Donc vous êtes ici pour nous parler un petit peu de votre expérience pendant la première période du confinement. Donc comment vous avez vécu personnellement cette expérience un petit peu unique? Cette expérience, ça me rappelle le souvenir il me semble vers le 16 mars, quand on apprend à la télévision tous en même temps que les cours vont passer en distanciel. C'était assez particulier parce que la semaine d'avant, on était en train de discuter avec des collègues. On savait qu'il y avait une épidémie qui était en train d'arriver, mais on ne s'imaginait pas du tout qu'on allait fermer ou qu'on pouvait switcher les cours. Donc du jour au lendemain, tout le week-end d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'échanges entre tous les enseignants. Ça a été assez long, un peu la panique le vendredi, je me souviens même dans les services où tout le monde prenait ses affaires comme si on partait en vacances à ce moment-là. Donc finalement, est-ce que ce confinement, les cours à distance, a un petit peu remis en question votre vision de l'enseignement? Alors les cours à distance, oui, ça a complètement remis en question. Déjà, on se rendait compte que, pour ma part, je n'étais pas préparée particulièrement à ce format-là. Je ne l'avais pas fait, donc il fallait tout repenser. Ça nécessite de repenser tout son scénario. On ne peut pas se dire on va faire exactement la même chose qu'en présentiel. Vous entendez quoi par scénario? Un scénario pédagogique, c'est-à-dire vraiment repenser les activités, la façon d'entraîner, d'accompagner les étudiants, les questionnements que je pourrais avoir au sein des activités pour atteindre mes objectifs pédagogiques en fin de séance. Donc c'est vraiment repenser sa stratégie un peu pédagogique sur l'ensemble. Et tous les cours qui sont en général prêts, on modifie à la marche certains cours, on en crée des nouveaux, mais refaire l'intégralité de ces cours au même moment, c'était un challenge. Donc vous avez utilisé des nouvelles méthodes pour refaire vos cours complètement, pour refaire vos activités, ou est-ce que vous avez gardé une même base d'outils d'apprentissage? Sincèrement, au départ, on a fait ce qu'on a pu, et je sais que vraiment je suis passé en visio, j'ai refait la même chose. Donc avant le scénario pédagogique repensé, on a tenté de faire vraiment la même chose par là. Et sincèrement, 3 heures de visio, et pour les étudiants et pour nous, on s'est rendu compte très très vite dans les équipes pédagogiques que c'était trop long. Moi, sincèrement, je m'ennuyais aussi pendant 3 heures. Donc si je m'ennuie, c'est plutôt mauvais signe. Cela pouvait signifier que les étudiants s'ennuyaient. Et puis, accumuler les visios en réunion et en cours, c'était extrêmement fatigant. Donc, au fur et à mesure, on a un petit peu retravaillé, j'ai retravaillé. Alors, ça nécessite de discuter avec les collègues. Il y a eu beaucoup de retours d'expérience. Moi, je remercie les collègues, notamment en sciences économiques et de gestion, parce qu'on a mis en place des moments de discussion, des cafés de discussion. Et on s'est rendu compte des échecs, des réussites, des activités qui pouvaient fonctionner. On en avait même fait un livret, ce qui a permis de pouvoir identifier de nouveaux moyens d'action en termes de pédagogie. Donc ce livret, ça servait vraiment pour vous et vos collègues à recenser plusieurs idées pour améliorer les cours à distance? Oui, complètement. Il y avait des retours d'expérience concrets. Comment on peut faire? Est-ce qu'il faut faire toujours 1h30 en amphi, ou est-ce qu'on ne réduit pas à 1 heure? Est-ce qu'on fait du total asynchrone, ou on va mettre en place un moment d'échange et de parole? Est-ce qu'on présente en visio directement l'ensemble de son cours sous format cours magistral ou pas? Donc d'une part, il y avait les équipes pédagogiques, mais il y avait aussi les services. C'est-à-dire que j'avais la chance d'être en interaction forte avec les services, notamment du CIPEN. Et ce qui permettait, donc il y a eu des tutoriels qui ont été mis en place. Il y a eu beaucoup d'accompagnement sur les visios. On ne savait pas utiliser Zoom, donc il y a eu des tutoriels sur Zoom, mais ça allait beaucoup plus loin, sur OBS, comment utiliser et faire des présentations en ligne asynchrone. Et puis jusqu'à comment repenser vraiment sa stratégie pédagogique par un guide, et c'est l'intégralité un peu de ces informations qu'on a tenté de piocher. Il vous a fallu combien de temps d'adaptation pour la visioconférence? Il a bien fallu 2 mois, ouais. Je pense. Et encore, c'est toujours perfectible aujourd'hui. Ça vaut pas les vrais cours que vous aviez eus en amphithéâtre avant le confinement, en fait? Il y a eu des points positifs. Là, je viens de retourner en amphi justement cette semaine. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait d'amphi, parce que les configurations ne le permettaient pas. Et de fait, vu les retours des étudiants l'année dernière en distanciel, je pense que mon cours
et meilleur et plus efficace pour les étudiants en distanciel avec des petits formats de vidéos, des activités. Et j'ai repris un peu une méthode à l'ancienne en amphi par réflexe, et peut-être même par facilité. Et c'était vraiment... C'est quoi cette méthode à l'ancienne, comme vous dites? C'est de présenter un cours un peu magistral. C'est-à-dire on va montrer des concepts, des notions qui est plus basé sur les connaissances, même si c'est ponctué de vidéos, de ce qu'on appelle des situations problèmes. J'ai toujours commencé par une vidéo pour comprendre. Si on parle d'une organisation, pourquoi un groupe d'amis à un moment donné va monter une organisation, donc montrer des vidéos, des exemples pour poser les problèmes. Et in fine, on passe du temps sur des concepts et sur des définitions qui ne sont pas forcément maîtrisées. Les vidéos, vous les avez gardées pendant le confinement aussi. Et est-ce que c'est un outil que vous allez utiliser encore aujourd'hui, plus tard, là, dans les cours en présentiel? Bah justement, on est presque à 2 ans de la crise et c'est le moment où je suis en train de me dire, donc on vient de revenir quand même en présentiel là, oui, mais je ne l'ai pas fait, mais je me suis rendu compte cette semaine que c'est dommage, j'ai des ressources que j'ai utilisées, des vidéos qui sont plus pratiques pour les étudiants, sur des formats courts, sur chacune des compétences en plus que je développe, donc oui. Vous les postez où ces vidéos? Comment les élèves y ont accès? Alors sur l'espace numérique de travail et notamment sur Moodle, l'espace Moodle. Voilà, ils sont postés. Tous les étudiants y avaient facilement accès à cette plateforme? Oui. Oui, on a la chance d'avoir des services administratifs qui inscrivent quand même très très tôt. Les étudiants ont fait des pré-rentrées dès le début septembre, enfin 1er septembre cette année, donc c'était vraiment tôt. Oui. Est-ce que pendant les cours à distance en visioconférence par exemple, est-ce que vous avez senti une baisse de concentration des étudiants pendant vos cours à distance? Pendant les cours à distance, oui. Alors par contre, autant je parlais du format vidéo sur le NT en asynchrone qui pouvait bien fonctionner avec des temps d'échange en visio. Néanmoins, à 8h30 en licence 1, faire une conf à 300 étudiants avec sans caméra, parce que les étudiants ne vont pas mettre leur caméra, même si on va motiver, il va y avoir une dizaine d'étudiants qui certainement prennent leur café. J'ai vu même des visios où à un moment donné, il y a des étudiants qui sont encore dans leur lit en train de commencer le cours. Bon, sur 2 heures, c'est long, quoi. Et surtout, le problème, c'est que, très bien, je vais peut-être avoir 2 heures de cours, mais il faut penser à eux qui vont avoir peut-être 6 heures de cours dans la journée. Et donc tout de suite, pour vous, c'est tout aussi déstabilisant finalement d'avoir ces caméras ou des écrans noirs qui ne sont pas vraiment dans un espace de travail. Ouais. Alors c'est fou parce que de notre côté, c'est très difficile parce que d'un coup, sur une promotion, notamment un amphi, on passe de... C'est un peu un espace de théâtre, hein, l'amphithéâtre. De fait, on peut avoir 300 étudiants en face de nous. Et c'est une mise en scène particulière. Et on se retrouve en visio avec des écrans noirs et à parler tout seul. La seule personne qu'on est en train de voir, c'est nous-mêmes. Donc il y a une sorte de... On se voit à l'écran en train de parler et cette impression de vide. Néanmoins, les côtés positifs qui sont ressortis des étudiants, et on en parlait aussi avec d'autres collègues, c'est ce sentiment de proximité avec l'enseignant. Sur les formats de cours magistraux, de ce qu'on appelle les cours magistraux, notamment en licence, ils avaient l'impression de pouvoir être proches. Ce qui était quand même extrêmement bénéfique, c'était de pouvoir utiliser l'espace de discussion. Ils pouvaient envoyer les questions, on y répondait. Ils y étaient d'ailleurs très sensibles, hein, dans les retours, c'était on souhaite que les enseignants vraiment répondent à nos questions. Et il y avait quand même un format d'échange. Et ce qui a été noté à plusieurs reprises, c'est l'impression d'être proche dans les verbatims des enseignants. C'est vrai que pour autant, quand on est dans un amphi qui a 300 personnes, on n'ose pas, à la fin de l'amphi, aller voir l'enseignant, alors nous sommes disponibles. Voilà, je pense que c'est pour ça que ce format court de discussion, de garder de l'asynchrone, c'est-à-dire des formats courts de vidéo avec des activités, vous perdiez et pas des le espaces contact. de discussion, moi je trouve en tout cas que c'était le bon équilibre. Donc quels sont en fait finalement les outils numériques que vous avez utilisés dans l'ensemble, que vous avez préféré utiliser? Alors, au départ, donc, j'étais un adepte de Padlet avant de connaître Moodle, donc j'ai plutôt switché sur Moodle. Les autres outils numériques que j'ai utilisés, ils étaient multiples. Il y avait Questions directes, notamment pour un amphi, que j'utilisais déjà en amphi.
Et dans les autres outils que j'aimais bien utiliser, il y avait Miro. Miro, c'est un outil assez pratique parce que ça nous permet de faire par exemple des post-it, comme si on avait un tableau blanc et qu'on apposait des post-it, mais aussi des outils qui permettaient de faire des cartes mentales. Parce que j'aime bien faire des synthèses sous format de cartes mentales. Donc majoritairement ces outils-là, de tête, comme ça j'en vois pas forcément nécessairement d'autres, majoritairement ceux-là. Et c'est des outils finalement que vous avez été fiers d'utiliser, même si vous avez été un petit peu contraint de refaire le scénario, comme vous dites, de l'apprentissage des étudiants? Oui, alors il y a un modèle en pédagogie que j'aime beaucoup qui s'appelle SAMR, mais sans rentrer dans le détail, il signifie qu'il y a deux grandes catégories. L'outil numérique qui va servir à faire exactement la même chose qu'avant, c'est-à-dire que, je ne sais pas, bon, j'ai une feuille de papier, j'écris sur ma feuille et puis là je vais pouvoir avec un document Word écrire de la même façon. Donc il y a exactement la même pratique. Et puis il y a l'outil numérique qui va permettre d'aller plus loin, qui va permettre de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et je trouvais que la combinaison des outils, par exemple Amphi, permettent notamment d'avoir la proximité avec les étudiants, mais de pouvoir réaliser des activités de manière différente sur une échelle de 300 étudiants. Ce qui est moins facile dans un amphi, de lancer des activités de la même manière. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est pas nécessairement d'utiliser un outil ou deux, mais de voir quelle combinaison on peut appliquer à chaque fois. Et c'est dans la diversité. Par exemple, je ne suis pas critique du cours magistral. Moi, je pense qu'il peut être très bien pour notamment les masters, parce que déjà, ils sont à 30. Ils sont peut-être plus passionnés aussi par le sujet. Mais c'est vraiment cette histoire de comment articuler l'ensemble. Donc comment vous estimez finalement la qualité de votre enseignement à distance? Est-ce que vous avez été satisfait de votre travail? Ou est-ce que finalement vous avez envie de pousser un petit peu plus loin ces nouveaux outils numériques? Pas du tout satisfait. C'était au départ, le sentiment, c'est très dur pour un enseignant. En plus, j'ai enseigné au lycée, donc dans des classes de 35 où il faut être extrêmement attentif parce qu'on est responsable aussi d'eux. Donc ça va d'un regard. Et puis dans des classes de bac techno, il faut valoriser en continu, donc voir ce que font chacun des élèves. Là, dans le contexte de la fac, ne pas aller voir, ne pas voir les réactions, c'est ne pas savoir qui pourrait être en difficulté. Ou autre. Et donc non, pas satisfait du tout. Étonnamment, c'était les étudiants qui étaient satisfaits. Et moi, j'ai jamais eu des verbatim dans les évaluations d'enseignement aussi positives que celles que j'ai eues au moment du confinement. Ce qui comptait beaucoup, c'était aussi les compétences non académiques, c'est-à-dire le contact déjà. Le lien qu'on entretenait. Et je pense que ça a permis aussi, beaucoup de collègues, on était dans cette situation, il y a aussi l'humain qui réagit, on est face à une crise, il y a des questions de bien-être. Ça n'a pas changé fondamentalement la manière d'enseigner, ça n'a pas changé non plus la distance que je me dois d'avoir. Néanmoins, il y avait quand même une dynamique, une énergie globale. On était tous ensemble et ça s'est montré dans les verbatim.